C'est vraiment avec plaisir et honneur que on reçoit Simon Duchesne, notre conférencier invité de ce matin. On a une conférencière invitée de cet après-midi. Simon est ingénieur de formation, c'est écrit là. Il a, euh, il a fait ensuite une maîtrise en physique médicale à l'Université McGill et un PhD en génie biomédical. Avec une formation postdoc à Rennes. Ça, je savais pas ça quand tu m'as envoyé ça. Euh, je dis pas, je dis ça de même parce que moi, je collabore beaucoup puis j'y vais souvent à Rennes. À l'époque, c'était le centre Image, là, c'est ça? Visage, exact. Mais là, il a changé de nom, là, ouais, exactement. Bon, ben, voilà. Le monde est petit. Donc, il est professeur titulaire au département de radiologie et médecine nucléaire de la faculté de médecine universitaire à Laval. Il est également chercheur, c'est peut-être tout écrit là, non. Il est également chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en cardio et pneumologie de Québec. Donc, dans ses réalisations passées, il faut dire que dans les dernières années, il y a eu un développement en neuroimagerie à Québec qui souffrait un petit peu de ça historiquement. Et Simon a hautement contribué à l'essor et aux plateformes qui sont en place maintenant à Québec. Donc, il a été notamment à co-direction du consortium, j'en nomme qui implique Québec et non, là, du consortium d'identification précoce de la maladie d'Alzheimer à Québec, le CIMAQ. Il a aussi été impliqué dans la mise en place de la plateforme de neuroimagerie du consortium canadien de la neurodégénérescence et du vieillissement, qui impliquait Québec également. Il a été cofondateur, donc il y en a des choses qui s'est passées à Québec, du Centre de neuroimagerie et neurostimulation de Québec, là, en 2009, puis qui fonctionne bien encore. Donc, il est auteur de plusieurs centaines de publications scientifiques, dont plusieurs dans des revues prestigieuses. Et il y a une programmation intéressante pardon? Oh, on avance, on avance. Non, il y a une programmation intéressante dans les modèles, en fait, de l'intelligence artificielle. C'est dans le stream, mais qui touche, en fait, nos intérêts ici en neuropsychologie et à Neurocam pour mieux, en fait, raffiner les prises de décision médicales, surtout dans le domaine de neuroimagerie puis des démences. Donc, c'est des nouveaux outils que Simon maîtrise bien et qui, donc, son but, c'est de les intégrer dans la pratique pour aider tout le monde. Donc, je te laisse la parole. Hein, je m'arrête là. J'ai encore des notes, là, mais je vais m'arrêter là, puis c'est à toi. Merci. Merci, Dave. La difficulté, évidemment, quand on vieillit dans le monde universitaire, c'est que le CV s'allonge. À un moment donné, 25 ans, je suis dans le business, donc j'ai lu plusieurs pages, mais on ne peut pas toutes les lire quand même. Si ça vous intéresse, googlez-moi, puis ça va être plus intéressant. Je vais surtout vous parler de ça aussi. Deux, trois autres choses. D'abord, merci à Marie-Julie. Faites attention, je connais Dave, Jean-François, depuis plusieurs années, évidemment, Louis. J'ai rencontré Marie-Julie il y a quelques mois dans un événement. Morale de l'histoire, ne parlez pas aux étrangers. Parce que vous vous ramassez à faire du travail, c'est une tendance à faire ça. Deuxième point d'intérêt pour tout le monde, surtout ceux qui sont en arrière, les myopes. Là. Il y a trois personnes dans la salle qui sont différentes. Okay? Dave, Louis et Simon. Si vous ne savez pas, okay? C'est immanquable, surtout, ben là, la salle n'est pas si grande, mais c'est immanquable dans les grands amphithéâtres. Quand je parle ou quand Louis parle, co-break, on se fait confondre. C'est immanquable que Louis et Dave se font toujours confondre. Jusqu'à date, ça ne nous est pas arrivé. Je pense que c'est quand même la première fois qu'on est dans la même salle tous les trois. Statistiquement, ça va arriver. Exact. Pour vous aider, on a tous les trois mis un jumper. Parfait. Voilà. Donc, il était sur la reconnaissance faciale. On est très à All right.
Donc, merci. Merci d'abord pour l'invitation. Évidemment, ça fait plaisir d'être ici et de vous parler de mes recherches. Si je peux, voilà. Commencer quelques déclarations d'intérêt, évidemment. En fait, en tant qu'ingénieur, j'avais la paix parce que je ne fais pas de clinique. Donc, pour mieux vous connaître d'ailleurs, qui est en neuropsy? OK. Qui est né avant l'année 2000? Laissez vos mains debout. Avant l'année 2000. Je pensais que tu parlais aux études. Bon. Avant 1995. 90. Bon, 90, écoutez bien ce qui se passe, parce qu'il faut que vous transposiez ça en action. Et après, il faut transposer ça en projet de recherche. Moi, mon pitch, c'est que vous allez tous arrêter de faire n'importe quoi pour aller dans la maladie d'Alzheimer. Oubliez le cancer. Ça va être réglé à la maison de toute façon. Je vais revenir maintenant. On se ressemble peut-être, mais en tout cas, on ne fait pas le même salaire parce que moi, j'ai jamais de disclosures dans mes conférences. Bravo. Puis, au sens large, ça, c'est des soupers. En fait, justement, pas plus que moi, comme je ne fais pas de clinique en tant qu'ingénieur, il me laissait tranquille avant de faire mort, je n'avais rien à faire. Mais depuis qu'il y a des molécules d'intérêt dans la maladie d'Alzheimer, là, tout d'un coup, et voilà, bon, il commence à ratisser large, donc il demande notre avis. J'en parlerai pas beaucoup, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter. Il y a quand même un bon point, un volet important en imagerie dans les futurs médicaments en maladie d'Alzheimer, donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je vais également remercier des gens que vous ne connaissez pas, mais que moi je connais, les membres de mon équipe, ceux qui font vraiment le travail, ainsi que, comme tous les chercheurs, on est des mercenaires de la science, fonds publics ou de fondations. Alors, maladie d'Alzheimer. Qui travaille en démence? Quand même, pas mal. Démence Alzheimer, je sais qu'il y a Parkinson tantôt, Alzheimer, mémoire et Alzheimer, OK? Ouais. Donc, quand même, les 2 tiers de la salle qui ne sont pas là-dedans. Je vais faire le pitch complet parce qu'il y a quand même beaucoup de. Je trouve que l'Alzheimer, c'est une super belle maladie, un sens scientifique, évidemment, parce que c'est un problème hautement complexe et qui est plein de tous les problèmes de la science et des humains qui font la science. En fait, le domaine dans lequel il y a le plus que scientifiques que je connais, il y a le plus de dogmes, un peu comme Galilée à l'époque. Il y a des dogmes scientifiques qui, je pense, bougent le navire de la science d'une certaine façon et qui méritent la peine d'être vus parce que ça donne des biais qui sont importants. Donc, vous allez peut-être comprendre tout de suite, pour ceux qui sont dans le domaine, non, je ne suis pas un amyloïdiste, je le disais tout de suite, ça va peut-être vous choquer. Tant pis, je fais pour ça. Il y a d'autres choses que cette simple molécule. Mais de quoi on parle? Donc, de démence, si vous avez, enfin, je ne vous demanderai pas de vous identifier, mais je pense que statistiquement parlant, la majorité d'entre vous vont connaître quelqu'un ou avoir quelqu'un dans leur famille qui a un problème cognitif et un problème cognitif majeur. Grands-parents, arrière-grands-parents, parents même, ou peut-être un début de déclin. On a toujours tendance à étudier des choses qui nous interpellent, donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi-même, mais enfin. La couleur, c'est quoi? La couleur, c'est la montée en prévalence des cas de démence dans le monde d'ici 2050. Donc, OK, le Canada est bleu pâle, ça va être calme. Non, c'est pas que le Canada est bleu pâle, c'est qu'il est bleu pâle par rapport à l'Afrique. Et je dis Afrique au sens large, évidemment. Pourquoi? Parce que l'Afrique, comme continent, demeure surtout sous-saharienne, évidemment, très jeune. Okay? Premier facteur de risque pour la démence, toute démence confondue, l'âge. L'âge est une condition non modifiable de façon générale et ça amène une neurodégénérescence la plupart du temps associée à une démence. Dans les démences, la maladie d'Alzheimer, telle que définie selon les standards qui ont tendance à être américains, d'un point de vue pathologique,
serait présente dans les 2 tiers. Cependant, elle n'est pas présente seule. Si on prend une étude du groupe de Bennett à Chicago, sur 1000 cas pathologiques de gens avec démence, 6%, seulement 60 sur 1000, avaient une démence uniquement Alzheimer. Seulement des protéines associées à Alzheimer. 6% n'avaient rien. Okay? Un cerveau encore propre. Les 3 quarts avaient plus de 2 pathologies présentes. L'immense majorité de celles-là étant des maladies d'Alzheimer, mais également cérébrovasculaires. Okay? Quand on vieillit, il y a plein de trucs qui se passent. Je pense souvent à l'analogie d'une auto. D'ailleurs, j'ai même un paquet de slides qui raconte l'histoire de mon véhicule. Certains connaissent, en fait, on appelle Mr. Darcy. Mon véhicule commence à être connu dans la province. On a le droit d'avoir, oui, un problème central. La batterie flanche, l'auto ne fonctionne plus. On a le droit aussi d'avoir un problème d'essieu, on a le droit d'avoir un problème de frein, et ainsi de suite. Et si on a tendance en clinique à ne donner que le diagnostic principal, avec bien sûr les diagnostics à côté, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Au-delà d'être comorbides, probablement faux causal légal. Donc, ça, c'est au niveau des nombres. Comment on fait? Ben, c'est votre métier, en gros. On fait beaucoup d'un point de vue clinique en neuropsy. Ouais, des tests, papier, crayon, iPad, peu importe. Ça nous donne des courbes comme ci. Vous voyez digit symbol substitution, surtout à gauche, qui décline avec l'âge, courbe bleue en haut, et de façon plus prononcée pour ceux qui vont avoir éventuellement un diagnostic clinique de pathologie d'Alzheimer, la courbe en rouge. Évidemment, il y a une zone où, si on peut le voir, oui, on le voit, elle se chevauche. Et on parle donc d'un horizon clinique ici d'à peu près 20 ans, c'est 19 ans pour ceux qui peuvent le voir. Là. À peu près 20 ans de déclin pour en arriver à une différence ici marquée et que même moi, je serais capable de déterminer. Right? Ça, c'est au niveau de la fonction cérébrale. Si on descend un peu d'un étage, on tombe au niveau de l'imagerie, on prend l'IRM, on est capable de voir des dégradations, par exemple de l'atrophie, tout le monde va comprendre le principe. Atrophie corticale, que vous voyez ici, quelqu'un avec un trouble cognitif léger, en fait, c'est une amie de notre famille, et à droite, un accroissement de l'atrophie alors qu'elle était devenue démente. Tout ça en 2 ans. Tomographie par émission de positron. On a, pardon, on peut prendre plusieurs radioligands, par exemple ici le glucose libellé avec du fluor, où on voit une diminution de la captation du glucose par principalement les neurones dans le cortex, avec certaines... vous voyez la région ici des cotes Z, donc on parle ici d'un point de vue statistiquement significatif. Si vous voyez de l'information là, c'est que ce sont des zones hypo-intenses en captation, qui sont surtout dans la jonction pariéto-temporale. Un signe classique. Il n'est pas, en passant, vous avez une petite mémoire de travail, le même patron qu'on voit à l'atrophie en IRM. Il n'est pas, en passant, nécessairement le même patron qu'on voit dans tous les tests neuropsy. On va descendre encore en dessous. Si on arrive pathologique, on est maintenant capable de le faire aussi avec une imagerie TEP. On peut voir le staging en taux, protéine taux, qui est grosso modo nécessaire pour l'architecture des axones dans les neurones. Et on voit un stade de 1 à 6, 6 touchant l'entièreté du cortex, et le premier stade touchant surtout le cortex entorhinal, transentorhinal, et un accroissement donc de la protéine tau partout dans le cerveau, qui n'est pas exactement les mêmes zones que les zones d'hypométabolisme TEP, ni que l'entièreté de l'atrophie, et non plus pas le dépôt de la dite protéine amyloïde, qui est présente
dans presque tous les cas d'Alzheimer, tautologiquement parlant, parce qu'un diagnostic Alzheimer, qu'il soit pathologique, a été défini comme étant la présence de protéines amyloïdes. Donc, si vous avez de l'amyloïde en pathologie, vous avez un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Les gens ont essayé de transposer ça dans le domaine clinique. Donc, les gens avec une évidence amyloïde au scan, par exemple, auraient la maladie d'Alzheimer. Mais non, parce qu'on trouve de la protéine amyloïde facilement à un niveau pathologique. Et pas juste, en fait, à partir de l'article fantastique de Braque, from one to 100 years old, une série pathologique où on voit une accumulation d'amyloïdes à partir de 10 ans. Okay? Vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne sait pas vraiment quelle est la fonction biologique normale de l'amyloïde. C'est pas clair. On ne sait pas ce que ça fait. Ergo, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, on ne sait pas quel niveau est acceptable. Ergo, quand on arrive à un niveau pathologique, c'est parce qu'il est associé surtout à un niveau cliniquement significatif. Voilà. Et la logique, c'est transposer jusqu'au domaine pathologique où l'on a dit si l'amyloïde est présent, il y a donc maladie d'Alzheimer. Je vous questionne donc à savoir si un tiers des gens de 65 ans et plus qui sont cognitivement sains ont un niveau pathologique de protéines amyloïdes. Sont-ils malades? Ou est-ce que la protéine amyloïde n'est pas vraiment pathologique? Hein? Tout ça, c'est très simple. Si on rajoute les gènes en plus, donc 3 gènes associés à la production de la dite protéine amyloïde, qui sont autosomal dominants, PS1, PS2, APP, et qui, eux, sont présents dans moins de 3% de la population. Ces gens-là, effectivement, diagnostic clinique presque sûr à 40 et démence complète, en fait, décès à 50-55 ans. Okay? Donc là, on parle d'un épiphénomène, de gens avec un problème absolument clair, pas votre Garden Variety Alzheimer à 75 ans, c'est bien des gens qui ont un gros problème. En fait, une des difficultés du domaine, c'est que quand on a trouvé ces gens-là, séquencer les gènes a été relativement aisé, dans le sens que les familles étaient enrichies, donc les gènes étaient dominants. Et comme la démence était toujours présente, donc on a trouvé les 3 gènes. Il y a des gens du Canada qui ont participé à ça. Et comme ces 3 gènes-là codaient pour l'amyloïde, comme ces gens-là étaient bourrés d'amyloïde, mais là, on pourrait dire effectivement, là, il y a une amyloïdose tellement sévère que si elle commence à 30 ans, disons, ben, là, à un moment donné, prenez n'importe quelle molécule du cerveau humain, boostez-la à fond, il risque d'avoir des problèmes, quel qu'elle soit. Hein? Donc, ça, c'est clair. Mais ça a donné un paquet de modèles animaux basés sur ces gènes, et ça a tendu, en bon québécois, le reste du domaine sur la recherche en Alzheimer sporadique. En fait, quand on regarde dans la littérature, on trouve un paquet d'évidences sur des gens qui soient définis Alzheimer de façon clinique, qui soient définis de façon pathologique, qui soient définis de façon imagerie. Quand on regarde tout ça, on trouve un paquet d'évidences, qu'elles soient amyloïdes, en protéines, donc taux, maladies cérébrovasculaires, en génétique, le dernier né, le gut-brain axis, toutes sortes de dysfonctions. On trouve des patrons d'infection différents, on trouve de l'inflammation, problème du métabolisme et de la mitochondrie. Il y a même des métaux, l'aluminium, ça c'est les premiers articles qui sont sortis, là, ça c'est debunk, c'est false news, fake news. Mais quand même, maintenant on est dans le calcium, dans le cuivre, pour le transfert dans le zinc, problème de glie et toutes sortes d'autres difficultés. Chaque point est une étude. On a recensé 121 études avec des articles qu'on appelle seminal articles, des articles qui ont comme lancé un peu leur domaine ou qui ont reproposé les théories d'une nouvelle façon.
un point blanc. Dans l'article, les auteurs disent c'est ça et rien d'autre qui donne l'Alzheimer. Un point noir dit c'est ça qui donne telle et telle autre chose qui donne la maladie d'Alzheimer. Et en fait, seuls les points dans Others, c'est là-dedans qu'on a mis c'est plein de trucs en même temps qui donnent la maladie d'Alzheimer. Les cercles concentriques sont des années, vous voyez bien à la fin. Là. Donc, j'attire votre attention sur le fait que des théories individuelles de la maladie d'Alzheimer, il y en a une puis deux puis trois. Ça touche tous les domaines. Curieusement, même en arrivant, même en ayant la connaissance, plus on sort du cercle, plus on devrait se ingérer la littérature précédente. Mais non, dans tous les secteurs, les gens s'obstinent à dire c'est mon point de pays et rien d'autre, y compris dans la protéine amyloïde, qui en fait en remet double or nothing sur le fait que c'est la protéine amyloïde et rien d'autre. Donc, moi, je ne suis pas neuroscientifique, je suis un ingénieur. Quand je regarde ça, je me dis, ils ne peuvent pas tous pas tous avoir raison, mais il n'y a sûrement pas tous tort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'idée d'une cause unique est possible? Je pense que, en fait, la théorie par défaut, sachant que le cerveau humain est hautement complexe, devrait plutôt être l'inverse. La théorie devrait être d'abord multifactorielle, à moins du contraire. Okay? Parce que si c'était unifactoriel, ça ferait longtemps qu'on le saurait. C'est-à-dire, les Grecs et les Romains parlaient de démence sénile. Okay? Ils mangeaient une diète méditerranéenne à l'époque, sans rien de transformé, pas de sucre, okay? À part du miel et ainsi de suite. Il y avait quand même des gens déments. Les gens déments, il y en a depuis longtemps. On aurait peut-être, si ça avait été une chose, on l'aurait probablement trouvé. À point de vue des essais cliniques, en fait, l'industrie a à peu près la même réalité. Donc, peu importe, vous retrouvez un peu en haut à gauche à peu près les mêmes catégories de cibles, de pathways thérapeutiques. Plus on rentre, plus on passe d'une phase 1 à phase 2 à phase 3. Encore énormément de phase 4 sur le dessin. Ceci dit, ça c'est Cummings 2022. Je vais le mettre à jour avec Cummings 2024. On a ici au-delà des inhibiteurs de la cholinestérase qui sont approuvés depuis fin des années 90 comme pour booster un peu le cerveau. On a les nouveau-nés, les anticorps monoclonaux qui ciblent la protéine amyloïde. Donc, ça, c'est pas une idée récente dans les 2-3 dernières années. Il y avait quand même eu un essai clinique fameux en 2003, mais qui avait donné tellement d'effets secondaires et de mortalité que l'essai avait terminé. Donc, on a maintenant une formulation plus précise, plus précise dans son ciblage. Trois sont d'intérêt. Les trois ont été approuvés aux États-Unis. Il y en a un qui a été retiré de la circulation pour cause commerciale. Ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes post, c'est simplement parce que ça coûtait tellement cher que finalement les gens disaient ça n'a aucun bon sens. Les deux autres sont en cours de commercialisation aux États-Unis et on ne sait pas encore ce qui se passe au Canada. Donc, à fortiori, au Québec. Voilà. Si on sort du cerveau, si on regarde l'individu au complet, si vous pensez que ça c'était simple, on rentre en épidémiologie, où là, on a trouvé pas un, pas deux, mais 14 facteurs de risque associés à la prévalence des démences, y compris Alzheimer, qui touchent, ça c'est le take-home message pour ceux au-dessus de 35 ans, parce qu'on est dans midlife, okay, on est dedans. 45% de la prévalence des démences serait modifiable si on touche à ces facteurs de risque. Okay? Donc, l'âge n'est pas là-dessus, c'est pas modifiable.
génotype n'est pas là-dessus, c'est pas encore modifiable. Il y a un CRISPR un jour peut-être, mais pour l'instant, non. Donc, dans ce qui reste, 14 facteurs de risque. Je sais pas si vous êtes capable de le voir comme il faut. Éducation, early life, surtout les gros, là. Hearing loss, les pertes auditives à midlife, au milieu de la vie. Personnellement, c'est mon argument favori. Ça coûte 6 000 pour avoir les top appareils auditifs, là. Tout le monde est sourd dans ma famille, donc ça fait longtemps qu'on regarde ça. Ça coûte 6 000 aucun effet secondaire à part des effets bénéfiques. Et ça donne une taille d'effet aussi grosse, regardez l'étude Achieve, taille d'effet aussi grosse dans un essai randomisé, contrôlé, que les UMAB en question. Okay. Mais ça, on n'en parle jamais. Parce qu'évidemment, peut-être quand Apple va vendre, ils le font, ils vont faire, quand ils vont vendre des appareils auditifs dans l'AirPods, peut-être que ça va décoller. Il n'y a comme aucun intérêt commercial majeur du côté des pharma, évidemment, à aller dans cette voie. Mais taille d'effet identique. Donc, à un moment donné, il faut sortir pour avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe. Facteurs de risque de santé, évidemment, tout ce qui est bon pour le corps va être bon pour le cerveau. Rien de nouveau là-dedans. Cholestérol, diabète, tabagisme, hypertension, obésité, alcool. Voilà. Et tout ce qui est plus social. Donc, inactivité physique et sédentarité, dépression, isolation sociale. Ce genre de choses. Okay? Mais ça, super intéressant, mais comment la pollution de l'air, 3% de risque, impacte le cerveau? C'est beau de dire la pollution de l'air, mais comment? Où? Pourquoi? Combien de fois il a fallu que je respire à côté de l'usine pour augmenter mon risque? Ou est-ce que c'est parce que je vis à côté de l'usine que j'ai un statut socio-économique moins élevé qui fait que je suis plus diabétique? Je veux dire, ça, c'est des risques qui, d'un point de vue épidémiologique, le pourcentage que vous voyez a été parcel out. Okay? Chacun a été identifié à sa propre contribution. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tous co-occurrents. Et donc, comment mettre de l'ordre sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue pathway? Parce que vous avez beau faire un super poster sur la pollution de l'air et le dépôt amyloïde, c'est une corrélation et j'ai aucune espèce d'idée comment ça marche. La réponse, c'est pas on va déménager tout le monde pour les amener sur le Mont-Royal. Parce que tout d'un coup, l'air va être rendu pollué s'il y a 2 millions de Montréalais sur une patch verte qui est plus verte. Hein? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Dernier point là-dessus. Ça, c'est la même étude que la carte du monde que j'ai montrée tantôt. On voit qu'effectivement, la prévalence va augmenter, surtout à cause que la population va vieillir. Ouais, éventuellement, l'Afrique, en tant que continent sous-saharienne surtout, va réussir à régler ses problèmes de maladies transmissibles et éventuellement va avoir le bonheur de régler les problèmes de fin de vie, donc cancer et autres, donc démence. Mais quand on regarde les données plus proches, il y a un paquet d'articles qui font ça, il y a une baisse de l'incidence des démences qui s'accumule avec le temps. Vous voyez différentes courbes de gens différents et leur incidence de démence sur 20 ans. Les femmes en haut, les gars en bas, je pense, ou l'inverse. Peu importe, le patron est relativement semblable. Donc, dépendamment de votre cohorte de naissance, ceux qui s'intéressent, Turcotte, Potvin, Duchesne et al., on a fait l'étude nous-mêmes. Dépendamment de quand vous êtes né, vous allez comprendre tout de suite. Ceux qui sont nés dans les années 20, dans les années 30, sont passés à travers peak smoking, sont passés à travers peak maladie cardiovasculaire et sont en train de vivre leur diabète. Ils chopent du cancer à fond. Ceux qui passent au travers, ils se ramassent des mains. Right? Les gens plus jeunes, dans la génération 1970, fumer,
Moi, j'ai été exposé à la fumée secondaire jusqu'à l'âge de 10 ans. Après ça, c'est fini. On a appris à faire du sport, on mange mieux, etc. Le pain blanc, c'est rendu. Le yogourt de ma jeunesse n'est plus un dessert acceptable. Right? Donc, les maladies cardiovasculaires vont arrêter. Si je peux rester actif, physiquement actif, et qu'on est tous stressés, on va au gym, etc., mais je passe 8 heures en avant de mon ordi, ben, 8 heures dans une petite journée. 12 heures, c'est juste. Bon, vous voyez le topo. Donc, évidemment, et ça, ben, on le voit au niveau populationnel dans les taux d'incidence de démence. Ça marche l'épidémiologie. Mais pourquoi? Puis lequel? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas clair non plus. En fait, on s'attend à ce que la courbe recommence, surtout aux États-Unis. L'obésité est en flèche. Pardon, l'obésité était en flèche. Les infections ont remonté aussi. Le style de vie avait changé. L'Ozempic arrive. Donc, pour ça, j'avais référence, déclaration d'intérêt. Ozempic me dit, il y avait dessus, Ozempic. Je dis, ah, dans le fond, pourquoi pas. Mais Ozempic a 2 phases 3 en cours sur Ozempic, en novorhabitude, pardon, 2 phases 3 en cours sur Ozempic pour les troubles cognitifs. Les phases 3, c'est 1000 personnes de plus. Donc, Ozempic, là, je vous garantis, il va en avoir dans l'eau potable bientôt parce que ça va régler tous les problèmes. Right? En fait, à voir si ça marche. Mais la théorie est quand même intéressante, évidemment. Si on augmente, si on réussit à diminuer quelque part l'obésité, d'un point de vue épidémiologique, ça devrait fonctionner. Mais surtout, si on réussit à modifier l'hypométabolisme du cerveau, ça pourrait donner des bénéfices. Comment mettre de l'ordre dans tout ça? Okay? Donc, je comprends en fait pourquoi le domaine a dit, regardez, là, tellement compliqué, là, amyloïde, that's it. Puis là, un vaccin anti-amyloïde, c'est tout. Fin de l'histoire. Un rendez-vous 45 minutes chez le médecin, une injection, bonsoir. Right? Histoire facile à comprendre. Mais la nature se balance de notre état d'âme et de savoir si nous autres, on trouve ça un petit peu trop compliqué, fait qu'on veut réduire ça. Parce que la nature, elle est ce qu'elle est. Fait que si c'est un système complexe, puis c'est un problème complexe, ça va être complexe. Point final. À nous autres, à nous adapter à ce qui se passe et non l'inverse. Donc, dans ma tentative, c'est ça qu'on fait dans mon labo, mais maintenant, je suis loin d'être le seul et les idées-là ne sont pas originales. Comment mettre de l'ordre? Ben, en premier, je dis, il faut qu'on réussisse à mettre les évidences les unes par rapport aux autres dans un cadre qui fasse du bon sens pour qu'on puisse faire des analyses mathématiques et statistiques. Si vous faites encore une fois la pollution de l'air, qui doit être un phénomène qui dure 30 à 40 ans, sur je sais pas trop, une fonction lombaire qui va me donner le statut amyloïde aujourd'hui, voilà, vous franchissez beaucoup d'espace spatio-temporel dans votre analyse statistique. Okay? Et ça, en plus, là, vous dites, oui, c'est beau, mais il faut que tu fasses pour l'ANOVA, tu n'oublieras pas les facteurs de risque. En fait, tu n'oublieras pas l'âge, le sexe, tu n'oublieras pas aussi le statut socio-économique, puis si elle est obèse, puis bref, la variable du jour que le reviewer numéro 2 veut que vous mettiez, parce que c'est ça sur lequel elle travaille, puis c'est important. Ouais. Assez rapidement, une raison pourquoi j'ai passé tant de temps à vous montrer toutes les slides, c'est que je veux que vous ayez accumulé dans votre tête tous les facteurs qui sont en jeu, qui sont tous différents, qui ont tous des patrons différents. Chaque facteur est drivé par des paramètres qui leur sont propres, 1 et 2 et 3. Le métabolisme, ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas GLUT1, c'est GLUT2, 3, 4, c'est l'insuline, c'est CCC. Et en plus, si ce n'est pas plus compliqué que ça, ben, c'est pas comme si on avait chacun le même cerveau. On est, puis on a un parcours de vie jusqu'à 65 ans, qui est assez vastement différent. À un moment donné, en termes de paramètres, ça devient absolument effarant. On parle de dizaines et de dizaines de facteurs, pour chacun plusieurs dizaines de paramètres. On a un espace facilement 10 à la 2, 10 à la 3 variables. Donc, je vais au défi faire un manœuvre là-dessus, de dire après ça, qu'est-ce qui fonctionne. Une régression, ça ne marche pas. Bref, les stats classiques, ça fait.
que je propose, si on fait un modèle où on regarde ce que j'appelle la nano-échelle, échelle des protéines, où là, on a les protéines endogènes, insuline, amyloïde, taux aussi, mais également exogènes, le glucose qui nous arrive de l'extérieur, la nicotine, et ainsi de suite. Ça se joue quand même, les mécanismes se jouent au niveau d'heures, minutes, secondes, dans un environnement très local. Typiquement à l'intérieur des cellules ou proches, qui sont, elles, au niveau micro, la micro-échelle. Où là, d'un point de vue ingénierie, il y a un genre de dampening function où c'est l'agrégat de toutes ces protéines-là qui commence à avoir un effet sur les cellules qui sont elles-mêmes arrangées en tissu. Si on monte à la méso-échelle, une échelle un peu factice, mais utile parce que c'est l'échelle vraiment où on travaille en clinique. C'est là qu'on fait de l'imagerie d'un point de vue chez l'humain. Ouais, tout ce que je dis là, en général, est bon pour l'humain. Mais la résolution de l'IRM ne nous permet pas de voir les tissus individuels, vraiment, certainement pas les cellules et sûrement pas les protéines en tant que telles. Même la tête, si elle a une résolution picomolaire sur les protéines, nous donne quand même une information spatiale qui est très large. Et on ne peut pas identifier exactement que telle molécule d'intérêt a flashé dans telle cellule, population de cellules, de façon absolument définitive. Et au-dessus, ben là, on tombe avec quelque chose qui va vous être plus familier, un niveau plus clinique, à la macro-échelle, où là, on a les fonctions cognitives. Et finalement, à la méta-échelle, le comportement, ce que l'individu fait de façon volontaire ou des fois peut-être involontaire, hein, si on peut penser aux dépendances, mais on décide de faire de l'exercice ou pas, grosso modo. Okay? Donc, quand on met ça comme ça, chacun dans son échelle spatio-temporelle, pour moi, je trouve que c'est plus facile ensuite de mettre les entités aux bonnes places et de créer les bons liens entre les entités. Ça me permet aussi de déchiffrer certains effets. Dans l'essai, par exemple, sur le ducanumab ou le donanemab ou le lecanemab, les 3 anticorps monoclonaux pour la maladie d'Alzheimer, ils travaillent à la nano-échelle. Ils clippent les plaques, grosso modo, à l'amyloïde. Je ne trouve donc pas nécessairement surprenant sur ce phénomène-là, qui n'est pas, l'amyloïde n'étant pas dans le métabolisme physiologique. Ce n'est pas immédiat. De voir que ça a pris 18 mois avant qu'il y ait des effets cognitifs. Il faut que chaque modèle, chaque échelle, pardon, finisse par influencer les échelles supérieures. À l'inverse, et donc, c'est juste en coupant en bas, ça prend un certain temps avant que l'effet se propage. Pour raison, quand on fait de l'exercice, c'est un peu différent. L'exercice, curieusement, en tant qu'approche quasi pharmaceutique, quasi pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices à tous les niveaux. Changer le comportement à la méta-échelle, change les fonctions cognitives, okay? Les stimules en soi, va changer les tissus, okay? Parce qu'on les active, et ainsi de suite, va faire un release de toutes sortes d'autres protéines. Donc, quelque chose comme l'exercice travaille à tous les niveaux, en même temps. Pas de raison, non. Et à toutes les échelles temporelles. Parce qu'évidemment, si on fait 1 heure d'exercice, puis on retourne dans 1 an et demi, il ne changera pas grand-chose. Si on a fait 1 heure par jour, là, il y a un effet cumulatif qui s'installe. Donc, comment transposer cette espèce de framework-là en modèle? En premier, on a fait du machine learning. Alex, ça reparlera. Il y avait une déclaration d'intérêt, j'ai aussi transposé ça en start-up. Donc, I hear your pain. Si tu n'as pas encore mal, tu vas avoir mal. Donc, est-ce qu'on peut prendre? Au début, on a fait, regarde, on va faire comme tout le monde, on va prendre des données, on va mettre du machine learning, puis on va essayer de voir si on est capable de créer un modèle, on va appeler ça un modèle, qui part de la macro-échelle, qui part, pardon, de la méso-échelle qui sent à la macro-échelle. C'est capable de faire la relation entre les deux. D'ici à là. Donc, on prend de l'imagerie, grosso modo, puis on essaie de matcher ça à la cognition. Donc, dans l'imagerie,
coupe ici axiale d'un cerveau humain en IRM, pondération T1. Ben, vous allez trouver une super belle image. Oui, c'est une image de référence, Colin 27 pour ceux qui sont du domaine, mais c'est quand même assez cru. On s'entend que le cerveau humain là-dedans, c'est un petit peu plus de couches que ça. Mais c'est pas grave, on va y aller avec une espèce d'idée boîte noire. On définit des unités. Par exemple, toutes les structures du cerveau humain telles que segmentées par un logiciel que vous connaissez probablement, FreeSurfer. En fait, on prend FreeSurfer 7 maintenant, peu importe. Prenez celui que vous voulez. Vous avez donc des structures. Vous voulez matcher ça à des tests cognitifs. Non pas des fonctions, on est allé chercher des tests. Okay? On va régresser contre des tests. On a oublié l'idée de vraiment modéliser des fonctions, en fait, parce que c'est très diffus, des fonctions. Et encore faut-il prendre un schème de fonctions, plusieurs d'entre vous qui ont créé un modèle de la mémoire épisodique. Il faut encore choisir le bon. Est-il bon? On ne sait pas. On a évité ce débat, on est allé directement au test. Dans chaque unité, on va essayer de dire, pour que le cerveau normal réussisse à faire cette fonction, il doit maintenir l'intégrité de plusieurs composants. L'intégrité neuronale, de la cérébrovasculature, du métabolisme, et ainsi de suite. Même chose pour chacune des unités. On va faire une approximation de chacune de ces intégrités grâce à l'imagerie, épaisseur corticale, pour la quantité de neurones, ratio T1, T2, qui, selon certains articles, approximerait la glie dans le cortex. On a aussi évidemment la perfusion cérébrale avec ASL par IRM et en fait, on peut aller chercher le métabolisme. Pour les personnes dans lesquelles on n'avait pas de métabolisme, j'ai un doctorant qui a créé un vrai deep learner bête où il prend des T1 et du resting state et il me génère des cartes de FDG synthétiques. Assez bonne pour la détection de groupes. Donc, ça, on le fait avec et sans, et même avec, ça fonctionne. Donc, certaines des cartes de PET que vous voyez là-dessus sont en fait synthétiques. Machine learning, ben, Alex nous en a parlé, là. On prend tout, on fait un énorme paquet de mini-régressions entre chacun des composants. Donc, par exemple, on peut y aller plus directement aussi. On a fait ça sur une étude, certains d'entre vous vont la connaître, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Donc ça fait 15 ans, ben on est en 2024, ça fait 21 ans que ça roule, à peu près facilement 15 à 16 ans de suivi chez certaines personnes, ainsi que CIMACU, consortium québécois, que j'ai eu le plaisir de co-diriger. Vous voyez les chiffres ici entre cognitively unimpaired, subjective cognitive decline et mild cognitive impairment. Okay? On voulait quand même que la fonction cérébrale soit pas encore rendue d'un point de vue pathologique. Ça donne quoi? Ben, ça donne qu'on est quand même capable de prédire avec des R carrés raisonnables. Donc, vous avez des R carrés à gauche et des erreurs à droite sur les échelles de 0,55. Donc, en corrélation, ça donne autour de 0,7, 0,8. C'est marginalement mieux quand on accumule les évidences d'intégrité. En fait, peu importe laquelle, si vous en avez deux et plus, peu importe lesquelles, vous allez atteindre un certain plateau. Ça me dit quoi? Ça me dit, dommage. Ça aurait été le fun si on pouvait, plus on a d'informations, plus on est capable de bien maîtriser les fonctions. Ça me dit aussi que finalement, l'inverse, c'est vrai. Peu importe ce que tu perds en autant que tu en aies assez pour que ça fonctionne, ton cerveau va être suffisamment probablement plastique pour être capable d'avoir quand même une fonction. Parce que cette fonction-là est conservée et il faut quand même expliquer 0,45 de R carré qui vient d'autre chose. Right? Est-ce que c'est un travail fini? Pas du tout.
plein d'inconnus qui restent dans la littérature, même des choses comme ADNI, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars américains qui sont mis dans l'étude, n'ont jamais étudié, par exemple, les neurotransmetteurs. Aucune espèce d'idée qu'est-ce qui se passe. Quand même assez important, les neurotransmetteurs en neurosciences. Je dirais nécessaires à la fonction. Il y a des vides entiers qui sont là. Est-ce que j'ai de la connectivité là-dedans? Non plus. Est-ce que j'ai mis des réseaux? Pas encore. On travaille là-dessus. Évidemment, ça devient compliqué. Est-ce que je fais un réseau anatomique, un réseau fonctionnel? Les deux. En fait, les deux. Parce que, justement, les deux doivent fonctionner. Réseau vasculaire, pour ajouter la vasculature. On a peu tendance à regarder la vasculature comme la vasculature est faite. Okay, Manpreet Tadwar à l'Université de Montréal. Il lit ces articles, c'est vraiment intéressant. Elle et Claudine aussi qui travaillent. Parce que la vasculature n'est pas arrangée comme le cortex et Free Surfer. Okay? La vasculature a ses autoroutes et donc ses territoires. Et les territoires vasculaires ne matchent pas les territoires anatomiques classiques. C'est pas pareil. Donc, en fait, il faut mettre ça dans dans le même espace, oui, mais il faut, mathématiquement, quand vous faites analyse, il faut que vous mettiez les bonnes choses aux bonnes places. Donc, est-ce qu'on va continuer là-dedans? Probablement pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ça, c'est basé sur des données. Comme je l'ai dit, il y a des grands pans qui nous manquent. Puis, je trouve que ça, c'est le premier biais du data mining. Donc, ça fait 25 ans que je fais du AI, parce qu'on appelle ça du pattern recognition avant, puis peu importe, data science à un moment donné, machine learning. Puis là, je suis un peu tanné. Alors que tout le monde commence à en faire, moi, je débarque. C'est soit complètement fou, soit avant-gardiste, on s'en parlera dans 25 ans, quand j'aurai pris ma retraite. Ah, il est professeur émérite parce qu'il a eu l'audace de... Ou je ne serai jamais professeur émérite parce qu'il s'est trompé royalement. Enfin, le point est, dans ce problème complexe-là, comme je l'ai dit, aucune étude qu'on a va aller chercher les dizaines de facteurs et les centaines de paramètres. Donc, peu importe quel génie vous avez et quelle nouvelle architecture de deep learning la plus haute possible, vous ne serez jamais capable de sortir du cadre de votre jeu d'entraînement, votre jeu de validation, puis votre jeu de test. Vous ne pouvez pas inventer le facteur X parce que vous ne l'avez pas. Il ne l'apprendra pas. Et pour l'instant, il n'y a aucune architecture qui va permettre de faire l'inférence, de dire il y a quelque chose du niveau des neurotransmetteurs que tu devrais regarder. Et quand je l'ai modélisé, ça donne que c'est meilleur. Non, pas dans notre problème. C'est pas que le deep learning, c'est mauvais, pas du tout. Pour trouver un cancer, si on a quelque chose de clair, remplacer l'œil d'un ou d'une radiologiste qui fait du pattern recognition sur une image, ça va. À la limite, on n'a même pas besoin de se demander comment il le fait. Ouais? On ne demande pas au radiologue comment tu le fais. J'ai des trucs quantiformes sur ma mammo qui sont en ligne, c'est probablement un doc, donc la probabilité est que VARADS 4, parce que je ne suis pas sûr, fait que j'envoie en mammo, j'envoie en biopsie pour être certain. Ouais? C'est ça qui se passe. Fait que, il ne faut pas non plus demander au deep learning d'être au-delà de ce qu'on va demander à l'humain, jusqu'à un certain point. Mais, chose certaine, il ne pourra pas nous dire ah, mais c'est quoi, il faut que je change tout parce que as-tu vérifié ton statut de tes récepteurs en mammographie? Tes estrogènes, progestérone et PPR. Bref, tes trois récepteurs. Là, ça change des choses. Et d'autres phénomènes. Ben, encore plus dans le cerveau, et hautement complexe. Donc, j'ai décidé de prendre une autre approche, d'y aller d'un point de vue 100% théorique, et j'ai commencé à la base, d'abord nanoscale jusqu'à microscale. Nano-échelle jusqu'à micro-échelle. Ce n'est pas le premier, je me suis basé sur un article mauvais, par ailleurs, de Howard Friedman. Je pourrais le dire si dans l'audience, vous le connaissez,
je le dirais. Je dis mauvais parce que c'est deux matheux qui ont fait des maths super bien contents. Ils ont publié ça dans un journal de maths, ça a passé. Et c'est 50 pages, cette affaire-là. C'est en masse d'équations, tout le monde est content. Quand on a essayé de recoder cette affaire-là, parce qu'avec toutes les équations, il donnait tous les paramètres. OK, un PhD est là, il est en maths, lui, il est capable de lire ça comme on est capable de lire du français. Il lit ça, il code ça, il met tous les paramètres, roule ça, rien à voir avec les résultats de l'article. Okay. Vérifie 2 fois, tu fais une erreur. Non. Écrit au premier auteur, je rien personnellement, je veux dire, sérieusement, ça arrive plus souvent que vous le pensez. Écrit au premier auteur, finalement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Réponse A, ben voici les paramètres qu'on a utilisés. Ce n'est pas vraiment ceux qu'on a publiés parce qu'il y a eu 2-3 changements. Whatever, pourquoi? C'est beau, mais les nouveaux paramètres, ça ne marche pas. Je demande donc à mon étudiante en maîtrise, cette fois-ci, Éléonore, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Éléonore, qui est une maîtrise en maths, s'est tapé le travail, vous allez voir, un travail colossal. Elle est tombée dans la littérature, elle a identifié 53 paramètres fondamentaux dans les articles de neurobiologie, très obscurs. Alors que je n'aurais jamais demandé de faire ça, mais un travail fantastique. Le modèle, voilà. L'idée ici, c'est qu'on extrait un certain niveau d'abstraction, d'où nano-échelle, micro-échelle, et ainsi de suite, des facteurs d'intérêt. On a pris, en fait, je vais vous montrer le nôtre. Donc, le travail d'Éléonore Seyed, un peu moins joli, mais quand même. Donc, on a ici, chaque boîte représente une entité d'intérêt. J'ai tout squishé, là, parce que là, c'est la nano et la micro-échelle qui étaient ensemble, voire même la méso. Mais éventuellement, je vais avoir un deck peut-être un petit peu plus joli pour avec des animations. Ça va être cute, vous allez croire un peu plus. Là. Ici, on a surtout ce qui est amyloïde. Okay? Encore une fois, je ne dis pas que être anti-amyloïde ne veut pas dire que l'amyloïde n'existe pas, mais ce n'est pas pour moi la cause de la neurodégénérescence liée à la maladie d'Alzheimer. En fait, pour moi, la maladie d'Alzheimer est une maladie complexe. C'est l'état d'un système déficient. Right? Parce que si c'était seulement la présence d'une protéine, ben, ça serait assez simple. Mais comme c'est multifactoriel et que ça dépend des facteurs, logiquement, on en arrive à dire que la maladie est multi-pathologique. Donc, on a quand même l'amyloïde ici, où on a la production d'amyloïde. Et pour ceux qui s'intéressent, comment elle est intracellulaire, elle sort de la cellule, elle s'agrège et elle devient des plaques. On a aussi les neurones, les neurones, les astrocytes. On a la protéine Tau qui se crée, qui devient des fibrilles et qui sort. On a aussi des phénomènes inflammatoires, macrophages et microglies, qui s'installent, qui arrivent à quelques cytokines. Il y a quand même, chaque boîte est donc une entité, quelque chose en plus qu'on peut mesurer. Ça, c'était mon critère. C'est beau faire un modèle mathématique, il va falloir que je le valide. Donc, si je prends des entités qui sont impossibles à mesurer, des entités théoriques, ça devient difficile à, vraiment, de notre point de vue opérationnel, ça devient difficile à valider pour voir si le modèle est bon. Et évidemment, est-ce que toutes les entités sont là? Pas du tout. Right? Pas en tout. Il y en a 17 là-dessus. Ça donne toutes les lignes, c'est des équations qui relient des trucs. Chacune a des paramètres. Donc, votre cytokine favorite n'est pas là, je vous le dis tout de suite, et ainsi de suite. Right? Certains processus sont aussi simplifiés. Passer d'un monomère amyloïde à une plaque, ben, le monomère devient dimère, dimère devient trimère, trimère est quadrimère, et ainsi de suite, puis à un moment donné, il devient une plaque. Il y en a qui, littéralement, ont fait des modèles mathématiques de protéines qui se fondent, et ainsi de suite. Alors, si tu veux rentrer dans les détails, c'est infini. Okay? Moi, ce que je veux surtout établir, c'est le principe.
Parce que si ça fonctionne, c'est bien. Je pourrais remplacer une ligne par j'enlève ça, je code quelque chose de plus profond et le modèle continue. Donc, je veux quelque chose que je vais être capable d'étendre avec le temps. Si on regarde chaque boîte, ça donne quoi? Donc, ça, c'était l'examen. La variation de plaque serait, par exemple, due à sa production et sa clairance par des processus anti-inflammatoires et macrophages, modulé par le génotype. On sait que c'est modulé par le génotype et dans une certaine concentration. Okay? Chaque équation a à peu près le même format. Et donc, le travail d'Éléonore, quand je vous dis le DM anti-A bêta 0P, est allé le chercher dans une étude quelconque. Bon, aller le chercher dans une étude quelconque, quand on fait ça, ça veut dire trouver un article qui a testé cette relation-là et qui a donc établi ce genre de relation-là. Souvent, c'est dans un vase de pétri. Moins souvent, c'est dans des animaux. Puis presque jamais, c'est chez les humains. Donc, la plupart des paramètres, malheureusement, n'ont pas encore été testés chez les humains. Certainement au niveau nano. Plus on monte, plus mes paramètres vont avoir des corrélats qu'on va voir tester. Mais pour l'instant, c'est un hodgepodge de toutes sortes de paramètres qui viennent de partout. Est-ce que c'est idéal? Pas du tout. Ouais. Alors, je ne sais pas, je l'ai dit, je me répète, mais c'est un projet, évidemment, vous le voyez, ambitieux, tellement ambitieux d'être arrogant. Parce que j'en ai jamais fini. Le cerveau est infiniment complexe. Je m'occupe juste de santé cérébrale dans le cadre de maladies d'Alzheimer. Hein? Encore Parkinson, je n'ai pas de TDP-43. Très terrible. Mais quand même, est-ce que ça fonctionne? Ce qui est cool, c'est que oui. Parce qu'une fois que tu prends ces équations-là, tes mains, tu trouves les paramètres, définis des conditions initiales. On s'est défini un homme, une femme, APOE4, négatif, positif, moyen, avec un cerveau moyen, un nombre de cellules, neurones et astrocytes moyen, et ainsi de suite. Zéro amyloïde, zéro enchevêtrement tôt en partant à 30 ans. Un beau cerveau propre. On pèse sur la machine, littéralement, ça prend 1 seconde, puis là, on a 50 ans de vie qui est calculé. Le système met toutes ces équations-là en jeu et le cerveau évolue dans le temps. Ça donne des courbes comme ceci. En haut, on a les gens APOE4 positifs, en bas APOE4 négatifs, en rose les femmes, en bas en bleu les gars. Le sexe, évidemment, on a défini ça comme étant homme-femme, point final, on n'a pas de genre là-dedans, c'est une autre paire de manches, peu de données, presque pas sur le genre en fait. Donc, on y va uniquement avec la biologie et faut commencer à quelque part, évidemment. Donc, on voit une courbe. Est-ce qu'elle est vraie? Ça, c'est l'accumulation de plaques. Ce que vous voyez à l'écran, l'accumulation de plaques dans le cerveau. On voit qu'autour de 50 ans, tiens donc, l'accumulation commence à augmenter. Est-ce que ça match? Oui, ça match. En fait, curieusement, la réalité, autour de 50 ans, effectivement. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que là, ça continue à l'infini. Right? Si je le roule jusqu'à 130 ans, parce que moi, je fais juste rentrer 130, je peux le rouler jusqu'à 130 ans. Je vais peut-être avoir un plateau. Je que je l'essaye. Bref, on peut s'amuser là-dessus. On fait ça et on peut avoir le même genre de graphe pour chacune des entités qu'on a. Okay? Donc, j'ai vraiment un digital brain, un digital twin de mon cerveau que je mets là-dedans, que je peux rouler. Vous avez les neurones, par exemple, deuxième rangée, quatrième à partir de la gauche, ou deuxième à partir de la droite. Où on voit avec les phénomènes, là, les neurones commencent à diminuer. Cool. Est-ce que c'est bon? Encore une fois, pas prêt. D'ailleurs, on n'a pas vraiment validé nos résultats avec des données réelles. Ça, c'est mon étudiant au doc qui est en train de faire ça. Il faut prendre comprendrez qu'il y a quand même un bon, beaucoup de travail d'un point de vue informatique, coder ça, etc., etc. Donc, ça prend un certain temps. Mettre des conditions initiales de l'étude admise, par exemple, rouler le modèle et voir si ça match la réalité. Et c'est là que moi, je vais être content.
Contrairement au data mining, où je prends un jeu de données A, je le casse en morceaux, training, validation, puis je me teste sur mon jeu de données A, ben, on va être super bon sur le jeu de données A, et énormément de problèmes quand on arrive à un jeu de données B, qui n'a pas été pris de la même façon, nos populations, autres instruments de mesure, et ainsi de suite. Et on généralise pas très, très bien. Donc, on apprend sur A et B, et on attend C, et ainsi de suite. Moi, c'est théorique. Okay? Donc, c'est comme la gravité. C'est comme si je mets un data learning sur un machine learning sur Tycho Brahe, il va peut-être comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Peut-être pas. En fait, il l'a appris d'ailleurs, c'est un bel article sur cette histoire. Sauf que, à un moment donné, Kepler est arrivé, il a dit c'est un cercle. Je mets le Soleil au milieu, je mets la Terre autour, c'est un cercle. Il a calculé, prédit les résultats, il est allé voir et ça ne fonctionnait pas. Tourné, un autre café, il s'est réassis, il a dit c'est une ellipse. Il a prédit, il est allé vérifier et là ça a marché. Ouais. Newton est arrivé, il a rajouté un autre élément, pourquoi c'est une ellipse, comment ça fonctionnait. Super. À partir de ce moment-là, on pouvait prédire que la Lune est là, elle va être là à 9 h le soir. On attend, elle est là, parfait. La théorie est plus probable. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que non, il y a un petit wobble qui est là, puis que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Einstein arrive, rajoute un point sur la théorie. Le wobble est expliqué, donc la théorie est plus probable. Jusqu'à la prochaine théorie. Je lui parle comme ça, vous comprendrez, je suis un physicien, c'est le même que je pense. Donc en médecine, c'est l'inverse. On prend les données, on trouve une relation, c'est le même, ça marche. Puis ça ne marche pas pour lui, ben, c'est un cas spécial. C'est un Alzheimer visuel. Il y a des minutes ailleurs, pas le même patron. C'est un TDP43+, puis on met toutes sortes de boîtes parce que ben, il n'y a rien qui fait. Okay? On n'a pas de théorie, on a des observations qui donnent à des classifications, et ainsi de suite. J'essaie de renverser ça. C'est excessivement difficile, comme vous voyez, il y a tellement de trucs à penser que ça va être super difficile. Mais si je réussis à avancer, puis au moins, pas nécessairement d'avoir la vérité, mais de m'approcher de quelque chose qui soit crédible et surtout utile d'un point de vue clinique. Parce que, bon, c'est beau la théorie, ça va être surtout utile d'un point de vue clinique. Ben, c'est que là, ça me permet de jouer avec. Supposons l'existence d'un modèle suffisamment bon pour prédire quelque chose qui soit cliniquement intéressant. Je peux jouer avec les entités, je peux jouer avec les relations, je peux faire une analyse de sensibilité sur mes paramètres. Mais finalement, pour Dave, tu travailles sur ça, ça va donner tel effet. Et pour Louis, tu travailles sur telle autre chose, ça va donner le même effet, mais de façon différente. Parce que leurs cerveaux sont différents. Ils ont les mêmes équations, ils n'ont pas les mêmes paramètres qui les drivent, puis ils ne partent pas du même endroit. Ils n'ont pas les mêmes conditions initiales. Ça me permet donc de tester. Ça, c'est in silico. On a testé microglie, l'insuline, puis là, on peut tester tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, ceci étant dit, quelques conséquences de tout ce que j'ai dit, si j'essaie d'extraire des perles de sagesse, au moins pour moi-même. Pour moi, je suis de plus en plus convaincu qu'on a affaire à un système. En fait, c'est un peu une évidence, mais je pense qu'il faut l'écrire, puis il faut l'écrire comme il faut pour ensuite avoir la bonne approche. On a de toute évidence un système complexe, dynamique, donc multifactoriel. Et c'est donc les interactions entre ces facteurs-là qui drivent le show. Okay? Là, je ne parle pas de on travaille en réseau, non, c'est toutes les intégrités ensemble, c'est tous les niveaux, toutes les couches qui ont un effet cumulatif différent. Et pour moi, les approches statistiques, quand on a un hypercube à 10 à la 2, 10 à la 3 dimensions, faire des approches statistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, à moins d'avoir 7 milliards de personnes, même là, c'est pas assez. Faites le calcul en taille d'effet et en puissance statistique. Si vous avez les 7 milliards d'humains sur Terre, vous n'avez pas assez de monde pour déterminer correctement tout ce qui va se passer. Il faut comprendre que les 7 milliards d'humains
Ce n'est qu'un échantillon de l'espace possible de tous les cerveaux humains. On est codé génétiquement à naître. A fortiori, les cerveaux humains vieillissants sont un sous-échantillon de toutes les façons possibles qu'un cerveau peut vieillir à travers les époques. Ouais. Dieu merci, le théorème de limite centrale est là, si vous vous rappelez du sujet, pour nous donner des belles distributions normales partout, mais quand même, c'est beau pour la moyenne, mais quand tu as un client devant toi, un patient, ce n'est pas nécessairement le cas. Okay? Évidemment, ça va fonctionner pour la moyenne, mais ça ne va pas fonctionner pour tout le monde, et ainsi de suite. Machine learning ne nous aide pas nécessairement là-dessus. Il peut nous aider sur certains points, évidemment. Il y a peut-être des relations que finalement, je veux juste savoir la relation entre molécule A et molécule B. Pourquoi m'intéresse peut-être peu? Sors-moi juste la relation. Ça pourrait être correct. Mais d'essayer de dire, ah, je vais demander à ChatGPT, pas ChatGPT, mais je vais demander à un T, un transformer, d'apprendre avec ADMI, puis de me ressortir comment le cerveau fonctionne, puis qu'est-ce qui se passe pour le prochain cerveau. Ça, moi, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses à faire, mais encore une fois, je ne sais pas de prédire un an ou sur la base des... Tu sais, il y a des problèmes cliniques à régler demain. Là. Si je veux mettre un outil clinique demain pour un médecin, ben, il faut que je prenne l'information que j'ai, je fasse un deep learning, puis je donne un outil demain. Mais ce n'est pas mon but. Moi, je veux savoir pourquoi ça fonctionne et être là sur le plus long terme. Donc, je propose des modèles computationnels. Évidemment, ce n'est pas une panacée non plus. C'est excessivement difficile. Il faut choisir les entités au bon niveau. Il faut avoir les bons paramètres. Il faut trouver les bonnes conditions initiales. Il faut être capable de valider tout ça. Et il faut recommencer. Et comme c'est un système hyper complexe, on a beaucoup de travail. Ceci dit, de façon plus large, d'un point de vue Alzheimer, ce que je prétends également, c'est qu'en ayant des outils comme ça va nous permettre de désigner des interventions qui vont être vraiment personnalisées, okay? Qui vont prendre en charge l'entièreté des facteurs. Et une des conséquences relativement logiques, c'est que si on veut changer un système, plus on attend dans un système, plus il faut mettre de l'énergie pour revenir à une certaine homéostasis. Merci. Alors que plus on est tôt, plus c'est facile. Right? Donc, plus on est tôt, plus on peut agir tôt, plus ça va être facile. Mais ça veut donc dire qu'il faut arrêter dans notre domaine de voir la maladie d'Alzheimer comme un problème de santé, mais plutôt aller vers un problème de santé publique. Parce qu'on a un excellent ministère de la maladie, mais on n'a pas vraiment un ministère de la santé. Right? Donc, on aurait mieux prévenir que guérir. Ça, donc, pour les gens au-dessus de 35 ans, vous savez quoi faire. Pour les autres, et nous aider. Les IRC me financent, je vais avoir des postes ouverts au mois de mars.